Jean-Luc, bonjour et bienvenue sur BlockX. Donc Jean-Luc, tu es dev full stack indépendant, dont on va parler aujourd'hui de ce que tu fais, de ton parcours. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours, ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Oui, bonjour Pierre. En effet, je suis développeur full stack dans la blockchain. Initialement, j'ai fait des études de commerce international. J'étais développé en 2012. Après ça, j'ai eu des expériences entrepreneuriales et professionnelles. J'avais des responsabilités en tant que manager, responsable financier, RH, administratif. C'était des sujets qui m'intéressaient plutôt, mais je m'éclatais aussi à programmer sous forme de hobby sur mon temps libre et aussi au niveau professionnel. J'utilisais pas mal la programmation pour résoudre des problématiques en termes de finances, d'inventaire, etc. Euh, En fin 2017, en été 2017, j'ai découvert les cryptos. Donc là, je cherchais euh, à investir en fait dans certaines valeurs et je me retrouvais pas dans les valeurs bancaires. J'avais pas vraiment envie d'investir dans des actions. J'étais pas prêt à investir dans l'immobilier, etc. Et donc j'ai découvert ça, l'Ethereum, et immédiatement en fait je suis tombé dans le trou du lapin blanc, comme on dit. J'ai étudié la technologie. Et en fait, avant d'acheter, j'ai étudié la technologie. Et au moment où j'ai compris en fait comment fonctionnait le Bitcoin avec le proof of work, le système de blocs, le fait qu'on puisse pas altérer des transactions passées, et aussi donc ça m'a vraiment impressionné. Et une autre chose qui m'avait impressionné aussi à l'époque, c'était le concept d'algorithme de hachage. Donc, c'est le fait qu'on puisse signer électroniquement n'importe quel document, que ce soit du texte, une image, un PDF, peu importe, et qu'on puisse mettre cette signature électronique dans la blockchain et, euh, et donc de faire des certificats en fait inaltérables dans le temps. Donc ça m'avait vraiment retourné le cerveau et du coup, j'ai commencé à passer énormément de temps à m'informer là-dessus et j'ai commencé à investir. Fin 2017, j'ai décidé de quitter mon job et pour m'investir à fond là-dedans. Donc l'objectif, c'était de se reconvertir au développement et de développer en fait sur des sujets liés à la blockchain. Et suite à ça, je me suis retrouvé à trader énormément. Donc d'abord trader des crypto-monnaies, puis des NFT. Euh, Et donc, bon, là, je m'écartais un petit peu de l'objectif de la programmation, mais je m'éclatais aussi. C'était pendant la bulle des ICO, donc des Initial Coin Offering. C'était un moment où plein de projets, en fait, essayaient de lever des fonds via des crypto-monnaies. Et donc, là, c'était un peu aussi une occasion de lire des dizaines et des dizaines de projets chaque jour, de voir si c'était des vrais projets, des faux projets, s'il y avait des vraies personnes derrière, etc. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'était pas juste le fait de trader n'importe quelle valeur et voilà, d'attendre que ça monte ou de miser à la hausse, à la baisse, etc. C'était vraiment aussi l'occasion d'étudier tout un tas de projets. Donc voilà. Donc j'ai découvert Decentraland, qui est un projet donc de métaverse décentralisé où chaque parcelle de terrain est représentée par un jeton non fongible, donc un NFT. Et en fait, quand on possède un de ces jetons-là, on est propriétaire de la parcelle et on peut y mettre n'importe quoi dessus. Et en fait, philosophiquement, ça m'a beaucoup plu. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à vraiment m'investir dans les NFT. Donc, dans un premier temps, je faisais énormément de trading, donc de terrain sur Decentraland. Et ensuite, suite à ça, j'ai commencé à créer des outils pour les traders euh, pour vraiment mettre un pied dans la programmation parce qu'en fait, je me rendais compte que toute la partie trading empiétait trop sur ma vie personnelle.
Et donc, voilà, c'était la première chose que je faisais le matin en me réveillant, dernière chose en me couchant. Quand je mangeais, j'étais sur mon téléphone. Donc, c'était pas l'idée de base non plus, quoi, de vivre dans Internet. Et donc, ouais, donc, le, le projet sur Decentraland a pris forme dans un premier temps sous la forme d'un bot Discord où en fait, j'envoyais un message à chaque fois qu'il y avait une opération qui était faite sur la blockchain. Et donc, ça permettait aux traders d'avoir l'information directement sur qu'est-ce qui est mis en vente, qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui a été envoyé à qui, etc. Et, euh, et donc, progressivement, je me suis mis à arrêter de trader et à faire exclusivement du développement. Euh, donc voilà, donc ça, c'était vraiment mes débuts dans la crypto. Suite à ça, j'ai trouvé un job. Donc, je me suis dit que pour gagner en maturité en développement, parce que là, à ce moment-là, en fait, j'avais juste suivi des cours sur Internet, mais pas des cours type Codecamp ou Open Classroom. Enfin, j'ai pas suivi des cours massifs. J'ai fait des petits tutoriels pas à pas. Le premier tutoriel que j'ai fait, c'était de faire une réplique de CoinMarketCap. Euh, et donc, je me suis dit que ça aurait été pas mal de bosser en fait pour déjà dans une équipe de développeurs et d'être managé par des développeurs qui sont vraiment forts, quoi. Et donc, à peu près au moment où j'avais cette réflexion-là, et aussi c'était un moment où je sentais que que mes bases de programmation n'étaient pas suffisantes pour aller plus haut. C'est-à-dire que j'arrivais à faire des trucs qui marchaient. Très bien, les gens aimaient utiliser mes outils, etc. Mais je sentais que voilà, les fondations n'étaient pas là. Et au moment où je réfléchissais à ça, en fait, j'ai vu qu'une blockchain qui s'appelle NEM, qui est une blockchain relativement ancienne, faisait un meet-up pas loin de là où j'étais. Et donc, je suis allé à ce meet-up-là. Et, en fait, j'ai donc rencontré des personnes donc, de l'association qui est en charge de développer cette blockchain, feu cette association d'ailleurs. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à bosser pour eux. Donc, dans un premier temps, sur vraiment des petits sujets, des petits sujets. Et ensuite, j'ai bossé sur le portefeuille électronique qui permettait d'interagir avec la version 2 de cette blockchain. Et, euh, et donc, à travers ça, j'ai pu apprendre énormément de choses en termes de programmation pure, en termes de collaboration autour de la programmation, donc comment coder en groupe. Aussi en termes de tout ce qui était open source, en fait, parce que les standards de développement étaient vraiment très poussés et tout était open source. Et, euh, et donc, en fait, chaque ligne de code était très importante et il fallait être méticuleux par rapport à méticuleux, quoi. Et parce qu'au final, c'est des outils qui sont utilisés, les portefeuilles électroniques sont utilisés pour faire transiter des millions et des millions d'euros de valeur, en fait. Donc, c'est des choses qui sont quand même importantes. Donc voilà, j'ai bossé pour un an pour eux. Après, entre-temps, j'ai fait quelques petites missions à droite à gauche. Euh, Ensuite, j'ai bossé, donc pendant toute cette période-là, j'étais en Chine et j'ai décidé de rentrer en France. Et je me suis dit que ça aurait été une bonne idée de rentrer en France en trouvant un CDI pour pouvoir m'installer euh, tranquillement, on va dire, et acheter un appartement, etc. Et donc, j'ai trouvé un job chez une start-up française donc qui développait une plateforme B2B pour les produits de la ferme et qui voulait intégrer la blockchain pour faire de la traçabilité. Malheureusement, dû au Covid, ils n'ont pas eu les financements qui leur auraient permis de continuer. Et donc, on n'a pas pu mettre en place la blockchain dans ce projet-là, mais c'était quand même assez sympa. En tout cas, en tant que développeur, c'était une bonne expérience parce que j'ai appris des nouvelles technos et mes collègues étaient assez balèzes aussi. Et en fait, je trouve que c'est vraiment des collègues qu'on apprend le plus, quoi. Euh, L'expérience des autres, le fait de travailler avec d'autres personnes, c'est vraiment très important. Euh,
Suite à ça, donc encore, ouais, des missions à droite à gauche, toujours, liées à la blockchain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours, des jobs, qui sont liés à la blockchain, qui sont ouverts, aux freelance. Donc voilà et donc après ça, j'ai bossé pour une start-up américaine. Donc là, j'étais en freelance, mais assimilé salarié en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, je bossais comme un salarié, hein, tout simplement. Je faisais partie de l'équipe. Par contre, je n'étais pas en statut salarié parce que c'était une start-up américaine et bah, effectivement, toutes les personnes qui étaient aux États-Unis étaient en statut salarié, mais pour un Français donc habitant en France, c'était plus compliqué. Et, euh, et donc, cette start-up-là, elle s'appelle Parcel, Parcel. Le site officiel, c'est parcel.so. Et en fait, ils développent tout un tas de services autour du métaverse en général. Donc, par exemple, il y a euh, un blog qui permet d'apprendre tout un tas de trucs liés au métaverse. Il y a une marketplace où sont listées des parcelles de terrain je pense qu'il y a une quinzaine maintenant de métaverse. Donc, c'est un agrégateur en fait du marché du métaverse crypto, quoi. Et il y a une plateforme aussi pour les créateurs du métaverse, donc ceux qui vont créer des œuvres d'art, des objets 3D, des scènes, des galeries d'art, etc. dans le métaverse. En fait, ils peuvent donc créer un profil et mettre en ligne leur portfolio, indiquer sur quel métaverse ils travaillent, les technologies avec lesquelles ils travaillent. Et donc, le but, c'est de créer une sorte de LinkedIn pour le métaverse, quoi. Pour ceux qui vont vraiment créer euh, et faire du métaverse autre chose qu'un outil de spéculation. Parce que pour l'instant, on va pas se mentir, la spéculation, c'est vraiment ce qui fait tenir les métaverses crypto actuellement, à mon sens, parce que l'utilisation est quand même relativement faible. Et la capitalisation parfois énorme, vs l'utilisation, quoi. Exactement, exactement. OK, là, par rapport à toutes tes expériences, parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que tu as fait, 2 types de reconversions, un dans le domaine, de la blockchain et surtout aussi sur le métier, donc le apprendre à développer, ce qui est pas toujours, voilà, facile, mais tu as réussi à travers des petites expériences d'abord et puis ensuite, ben, comme d'hab, hein, en grimpant, en prenant des choses un petit peu plus complexes, et puis tu apprends, bah, de toi-même et puis tu apprends des autres. Globalement, quand tu disais que tu étais sur des petites missions, ce serait intéressant d'en discuter. Ça va être tout ce qui est, les nouveaux modes de travail, qui moi aussi m'intéressent particulièrement. Donc il y a le CDI, on va dire, classique. On a de l'entrepreneuriat pur où on va vouloir monter sa boîte, mais il y a il y a le freelance dans ce domaine-là qui est très présent, que ce soit pour des devs, dans la blockchain, mais que ça soit en fait pour d'autres emplois dans la blockchain. Donc voilà, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le freelance, heu et comment toi tu le vis, de ton côté, donc les avantages et les inconvénients? Ouais, alors déjà, je sais pas si j'ai une expérience représentative. Donc voilà, ça c'est un disclaimer. Mais ma première démarche avant de me reconvertir à la programmation, ça a été de lire énormément d'articles de blog et de regarder des vidéos de freelanceurs ou même juste de développeurs, etc., pour vraiment appréhender l'esprit de ce domaine, quoi. Et, euh, et essayer d'en extraire de l'expérience. Et ça peut paraître super bateau, en fait, de dire ça, mais je pense qu'en fait, c'est crucial. Et donc, dans les conseils que j'ai retirés de ce moment-là, il y avait le fait de se spécialiser dans une niche. Hein, donc, parce que quand on est développeur, on peut développer sur tout et n'importe quoi, vraiment, surtout de nos jours. Et, euh, et en fait, les conseils, voilà, c'était de se spécialiser sur une niche, donc sur un domaine en particulier, et aussi sur des technologies, sur les outils qu'on utilise pour la programmation. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, pour moi, là, les niches sur lesquelles je suis spécialisé, donc c'est les NFT et les NFT historiques qu'on pourrait peut-être aborder plus tard. Et, euh, et donc, en fait, ça,
les NFT, c'est même une sous-spécialisation de la blockchain. C'est-à-dire que là, j'en suis même à refuser des offres qui sont liées à la blockchain parce que c'est pas lié au NFT. Et en termes de technologie, je suis spécialisé sur le JavaScript, en gros. Et j'essaye de vraiment pas bouger de ça. Et en fait, je me rends compte que donc quand on se spécialise et qu'on discute avec des gens donc dans les communautés en ligne, donc là essentiellement c'est Discord hein, pour les cryptos, Discord et Twitter. En fait, c'est le travail qui vient à nous quoi. Je vais jamais prospecter pour du travail, mais vraiment jamais. Et je suis sur aucune plateforme du type Fiverr ou quoi que ce soit. Et c'est juste des missions qui viennent à moi et après j'accepte ou je refuse quoi. Donc c'est ça mon expérience du, du freelancing actuellement. Et, et le challenge, c'est vraiment de jongler entre le travail et puis la vie personnelle. Donc là, sur cette année scolaire, j'essaye de diminuer mon temps de travail et de passer plus de temps à faire du sport et avec mon enfant et ma femme. Et parce que j'étais dans le travers inverse jusqu'à récemment, quoi. Enfin, j'en suis toujours pas sorti d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, il pleut des opportunités. Et je pense que ouais, quand on se spécialise sur quelque chose, et je pense pas que ça soit vraiment lié à la blockchain ou quoi, euh, en fait, il n'y a pas de problématique de recherche de travail. Et Ouais, on a des propositions de mission. Ensuite, il faut voir si ça match avec le client. Donc, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde en termes déjà de tarifs, de temps de développement, de vision du projet. Et si ça match, on y va, quoi. ouais. Parce que dans un monde de toute façon, de plus en plus digitalisé, les il y a une il y a une demande, toujours plus grande de développeurs en général, hein, pas forcément, seulement Ouais. propre à la blockchain. Mais par contre, en l'occurrence, enfin voilà, le la blockchain qui est déjà, on va dire, encore un domaine, de niche en soi. C'est-à-dire qu'il y a un manque, cruel de développeurs en général dans l'écosystème blockchain. Et après si dans cette niche-là, on vient trouver, voilà, sa spécialité, sa niche à soi, il y a énormément de boulot. Donc comme tu dis, tu as même pas besoin de prospecter, les jobs viennent à toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est Mhm. que bon, bah, CDI, les gens, ils voient très bien, ce que c'est un CDI, ce que ça représente, les avantages, les inconvénients. Aujourd'hui, moi, c'est pareil de mon expérience et pour en discuter avec les gens. Même pour une personne qui cherche un emploi, qui va être prêt à travailler avec une entreprise, il y a très peu de CDI qui sont signés parce qu'en fait, bah, derrière le CDI, ça va être, une vision beaucoup plus long terme, par exemple. La rémunération, bon, bah, généralement, enfin, elle est quand même, particulièrement bonne pour un développeur, mais sauf en fait, quand on passe sous le format, freelance, on est en tant qu'indépendant. Donc, il y a plusieurs manières, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on peut demander à être payé, par exemple, à la journée en fonction si c'est, voilà, on va travailler 2 3 semaines, on est payé à la journée ou on est payé au forfait. En disant: «Bah, écoutez, moi j'ai, ce projet-là, je comprends bien le contexte, il va falloir, je sais pas, 20 000 balles et après vous travaillez dessus». Hem, Justement pour mettre un peu les choses en perspective et je pense que ça aussi intéresse les gens en termes de salaire, bon moi je sais qu'on va dire un dev avec 2 3 ans d'expérience, blockchain, si on parle de CDI, ça va assez facilement pouvoir tourner entre 75 et 100 000 €, à la grosse, hein, brut, à l'année. En Comment France, ça ouais. se En France, ouais, bien sûr. Comment ça se passe côté freelance? Pas f Pour toi ou pour d'autres, quels sont les tarifs qui sont, généralement utilisés, les tranches? Là, en gros, sur le freelance actuellement, on est entre 500 et 1000 euros de la journée. En sachant que la journée, c'est quelque chose qui est subjectif, hein. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Quelque chose que je voudrais souligner aussi, c'est que quand on se dit, quand on est sur la développeur blockchain, ça ne veut pas dire qu'on fait, par exemple, des smart contracts ou du Solidity. En fait, juste le fait de comprendre la blockchain et de savoir comment travailler avec, ça suffit, en fait. Et donc, ouais, on est dans cette tranche-là, entre 500 et 1000. Je dirais plus, là, actuellement, entre 600 et 1000.
parce que c'est difficile de trouver des personnes à 500. Hem, voilà, au niveau de moi, je facture à la journée et quand je discute avec un client, on se met, en général d'accord sur, une durée en termes de semaines ou en termes de jours et avec une petite marge d'erreur, au cas où ça se complique ou au cas où c'est plus simple que ce qui était prévu, quoi. Donc il y a un Yes. budget global, un budget journalier et puis une marge d'erreur. C'est comme ça que qu'on travaille, ouais. Ouais. Hem, OK. au Bah, niveau je pense des que les avantages du freelance par rapport au CDI, ce qui est bien, c'est qu'on est, voilà, on est maître de son argent. On peut choisir quand on travaille, quand on travaille pas. Ce qui peut aller dans les 2 sens, hein, parce que quand on facture, hem, plus de 500 € par jour et qu'on prend 2 semaines de vacances, si on se met à calculer, ben, voilà, j'ai perdu 5 000 € en fait en prenant ces 2 semaines de vacances. Ça peut avoir un travers où on veut avoir envie de bosser tout le temps et cetera. Hem, heu et aussi ça demande plus de responsabilité parce qu'il faut tenir une comptabilité, il faut, gérer tout ce qui est, mutuelle, prévoyance par soi-même. Hem, donc voilà, moi mon conseil c'est de je donc j'ai une société en France et j'ai un prestataire de service qui s'appelle, l'expertcomptable.com. Donc je fais pas de pub pour eux, enfin là indirectement j'en fais mais, enfin l'idée c'est de déléguer un maximum à, des personnes tierces, tout ce qui touche pas à votre cœur de métier, en fait. Parce que, bah, moi, personnellement, j'ai fait de la comptabilité pendant des années. Je pourrais très bien faire ma compta, de la société française. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, il y a une dizaine d'années pour, une société que j'avais ouverte, et je le fais pas. Je préfère, avoir des personnes qui vont me faire ma compta, qui vont me faire mes déclarations TVA, qui vont me faire, tout aux petits oignons et pendant ce temps-là, moi, je me concentre sur, coder, quoi. ouais. Et parfois, on peut se dire: «Ouais, ça fait quand même des mensualités en plus à payer, du coup, ça va me faire un manque à gagner sur, ma facturation et ce que je vais avoir dans les poches à la fin du mois» et cetera. Hem et ça, c'est d'un certain point de vue, c'est compréhensible, mais d'un autre, en fait, je pense que vraiment ce qu'il faut privilégier, c'est juste son cœur de métier. Bien faire le boulot, se concentrer sur, sur quoi on dit qu'on est bon. Et et à partir de là, tout glisse, en fait. Yes. Il faut Ouais. vraiment avoir confiance, dans juste le flow des choses, quoi. Ouais. Parce que le modèle est vraiment, en l'occurrence, est vraiment différent. Pour ceux qui s'y intéressent, ils approfondiront de leur côté, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Mais aujourd'hui, dans le milieu, il y a plus en plus de gens qui switchent sur le freelance parce que c'est sous réserve un peu de comprendre les bases, de savoir se gérer un peu soi-même parce qu'on gagne davantage d'indépendance, ça apporte, quand même, énormément d'avantages. Sur les dernières minutes, de l'interview, est-ce que tu je propose qu'on discute un peu des NFT historiques? Heu, Ouais, rapidement, du coup, parce que ça, je pourrais en parler pendant des heures. En plus, je reviens du festival, du NFT historique à Barcelone, qui était vraiment, vraiment cool, qui va peut-être être généralisé, et devenir un événement récurrent, là, chaque année. Hem ouais, rencontrer la communauté, ça, c'est important, hein. Si vous avez des meet-up, à côté de chez vous, faut vraiment pas hésiter, rencontrer des gens et voir que vous êtes pas bizarre à réfléchir à la crypto juste dans votre coin et que vous êtes pas seul. Donc ouais, par rapport aux NFT historiques, j'ai été introduit à ça, à travers une mission qui m'a été proposée, qui s'appelle le NFT Relix Explorer. Donc en fait, donc je vais pas revenir en détail sur les NFT, mais en gros, à partir de 2018, Ethereum a implémenté le standard ERC 721 qui permet de créer des NFT très facilement et qui a défini en fait le standard de ce qu'est un NFT aujourd'hui. Et donc à partir de ce moment-là, les projets NFT ont explosé, que ce soit dans ce qui est l'art, dans les jeux, etc.
Et donc en tant que collectionneur, en fait, c'est très difficile de s'y retrouver parce qu'il y a tout un tas de projets. Et, hem et en fait, il y a une communauté, qui s'est créée, donc une communauté de collectionneurs qui s'est créée autour de la spécialisation sur les NFT historiques ou vintage. Et donc ce qui est considéré comme un NFT vintage, c'est tous les NFT ou choses qui ressemblent à un NFT, ayant été créées avant l'apparition du standard, ERC 721, donc en mars, 2018. Et donc, moi, je me spécialise là-dedans, donc à travers NFT Relix. Donc, à partir de cet explorer-là, on a créé un Discord qui est maintenant une des communautés les plus actives sur le domaine. On a créé une timeline, donc qui est donc une liste des projets pré, ERC 721, donc qui ont été découverts par la communauté. Et, on crée aussi des explorers, donc des sites en fait qui permettent de voir ce qui se passe sur telle ou telle blockchain par rapport à tel ou tel projet. Euh, donc sur des blockchains qui sont un petit peu plus anciennes que Ethereum. OK, parce qu'en fait, pour donner le détail, après le RC, 721, en fait, avant ça, il fallait tout coder à la mano, quoi. Il fallait, Ouais, toute la structure du NFT, c'était vraiment des choses qu'il fallait développer via des smart contracts et aujourd'hui, grâce à l'ERC 721, il y a un template, en fait, de base qui permet, plus facilement de lancer des collections alors qu'ils vont peut-être se ressembler, enfin, en termes de structure, mais, avant ça, c'était, voilà, c'était à la mano, quoi. exactement. Exactement. Avant ça, sur Ethereum, c'était à la mano. Et ensuite, il y a eu aussi des projets donc, basés sur Bitcoin qui étaient là complètement différents au final d'un point de vue technique. Après, je pense pas que Non, on va rentrer arriver dans le détail actuellement serait c'était approprié, pour, mais ça voilà, pourrait être un sujet d'une autre vidéo c'était ou, pour la fin de l'interview de pouvoir discuter un petit peu d'ouvrir un peu là-dessus pour les curieux. On va arriver sur la fin de l'interview, Jean-Luc. Heu, Merci pour ton temps, merci pour ton partage et effectivement, si besoin, d'approfondir d'autres sujets, tu seras le bienvenu, ultérieurement sur la chaîne, quoi. ça marche. Ben, merci à toi.